Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rêve Africain. Si tu es nouveau sur ma chaîne, mon nom est Francky Rigosson et ici, je te parle de mon expérience entrepreneuriale. Je te parle également de droit, mais aussi de littérature parce que je pense que la littérature fait partie des choses qui vont porter l'Afrique, si ce n'est l'élever. Enfin, j'aborderai également quelques sujets d'actualité, des sujets qui me parlent et qui me touchent personnellement. Si ce sont donc des thèmes qui te fascinent, je t'invite très simplement à t'abonner pour rejoindre donc ma petite communauté et à partager la vidéo et également à commenter si tu ressens le besoin de le faire. En tout cas, je ne te cache pas que ce serait pour moi un plaisir de te retrouver dans les commentaires de prime abord pour échanger avec toi évidemment et dans la même occasion pour faire connaissance et te lire également. Je suis habillé en noir aujourd'hui et ce n'est pas pour rien. Il est vrai que j'arborerai ce vêtement-là peut-être dans d'autres vidéos, mais aujourd'hui spécifiquement, c'est pour rendre hommage à deux jeunes qui nous ont quittés pour l'une il y a quelques mois et pour l'autre il y a quelques jours. La première, c'est Alexandra Lumbayi Diengo. C'est une jeune qui est décédée au Canada dans des circonstances mystérieuses et non encore élucidées. La mort de cette petite fille nous a touchés. Et c'est sur TikTok que sa maman a lancé le premier cri d'alerte qui a saisi en fait nos corps au point de dresser le poil. On s'est senti tout de suite concerné et tout de suite en fait très proche de cette maman qui euh, débordait d'un amour fou et même passionné pour sa fille. Et moi, j'avais pris dans la décision de suivre cette maman quotidiennement pour savoir déjà comment elle arrive à surmonter cette perte-là et ce deuil. Il faut savoir également que je suis écrivain et en tant qu'écrivain, c'est des sujets qui m'intéressent et j'aime souvent voir l'évolution en fait des gens à ce moment-là, en fait, des gens qui traversent ce genre de situation. Comment on sort de cette situation, comment on réussit à vivre, c'est souvent des trucs qui m'intéressent et voilà, pour la simple raison que je pourrais également écrire là-dessus. Jusqu'aujourd'hui, la maman d'Alexandra attend toujours les résultats de l'autopsie qui a été réalisée sur le corps de sa fille afin de savoir en fait qui sont les, les coupables en fait de ce meurtre qui, pour moi, je suis sûr que c'est un meurtre ignoble. Dans cet élan-là de suivi en fait de cette maman sur les réseaux sociaux, autant pour moi, je suis tombé sur un post. Elle a fait un post qui s'adressait à un jeune garçon congolais du nom de Glenn Royal Ganswa, qui est donc décédé dans la nuit de samedi entre 4 heures et 5 heures, fauché en fait sur les quais de la Loire à Fondette, à Tours. Et donc, du coup, j'ai regardé cette vidéo-là et j'ai voulu en savoir davantage sur ce petit garçon. Parce que le message qui était inscrit sur le post de la maman d'Alexandra, de la jeune fille décédée au Canada, n'était pas assez expressif en fait. C'était pas assez abouti. Pas expressif, mais assez abouti. Donc, j'ai voulu moi-même faire mes recherches et je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'un enfant qui a été fauché par une automobiliste qui ne s'est pas arrêté simplement et donc qui est parti après avoir cogné le petit garçon. C'est d'autres personnes, d'autres automobilistes qui sont tombés sur le corps inanimé du garçon et qui ont donc appelé ce qu'il fallait appeler, qui sont arrivés sur les lieux. Et à ce moment-là, le compagnon de cette dame est arrivé sur les lieux et aurait dit que voilà, voilà, c'est peut-être eux qui ont cogné le jeune homme qui était couché et affalé au sol. Et donc, voilà, pendant qu'il expliquait tout ça, on a donc mis la main sur sa compagne qui, elle, a dit, je cite, qu'elle a confondu le jeune homme à un animal. Et donc, comme elle a cogné, elle avait la conviction qu'elle avait plutôt percuté un animal en lieu et place d'un humain. Il ne lui est pas venu à l'esprit de s'arrêter. Alors, moi, ça m'a un peu fait réfléchir parce que ici, on sait bien l'attachement et l'amour que les gens ont développé pour l'animal. Donc, ce raisonnement-là me paraît limité, en fait, et limite
quand on sait que ici, parfois, certains animaux ont même plus de valeur aux yeux des humains que les humains eux-mêmes. Mais cette histoire-là a réveillé en moi des souvenirs que je vais partager ici. Et ma vidéo donc va s'étaler sur 3 volets. De prime abord, je vais un peu situer le contexte en fait, hein, comment les gens se retrouvent souvent ici. Parce que j'ai vu également la vidéo de la maman de Glenn, donc le jeune homme qui est décédé. Elle a fait une vidéo pour demander de l'aide, hein, à ceux qui sont ici en Occident, afin qu'on puisse lui renvoyer le corps de son enfant. Elle disait dans sa vidéo qu'elle n'avait pas de moyens et à partir de là, j'ai voulu faire cette vidéo déjà pour situer le contexte de comment en fait certains étudiants arrivent ici, puisque moi je suis arrivé ici en tant qu'étudiant il y a de cela déjà plusieurs années et que ce discours de cette maman-là m'a fait penser au discours de mes parents, hein, de ma mère, de ma tante qui ont participé, de mon père par alliance et de mon père biologique qui ont participé à ce que je vienne ici en France. Donc c'est super important de dire déjà comment les gens arrivent ici pour que ceux qui nous rabâchent chaque fois que l'immigration voilà, serait un frein pour ce pays-ci qui est la France et que les gens qui viennent seulement pour, je ne sais pas, prendre, porter et partir, comprennent en réalité que ce sont des sacrifices énormes que font les parents pour envoyer leurs enfants ici. Donc sans plus tarder, je vais donc commencer par le premier volet qui est les sacrifices que mettent les parents pour envoyer leurs enfants ici en Occident étudier. Alors, je disais tantôt que la maman de Glenn parlait des sacrifices qu'elle a consentis pour faire venir son fils qui naît en France, qui naît ici que depuis le mois de septembre. C'est quand même quelques mois, quelques 5 mois. Et je vais parler dans mon cas. Pour venir en France, en réalité, il faut passer par un organisme qu'on appelle Campus France. Et Campus France est l'organisme qui fait le lien entre les universités, entre l'étudiant africain qui souhaite venir en France et les universités françaises. Donc du coup, on passe par Campus France et on paye en fait les frais d'études de dossier, hein, comme ça se fait habituellement dans certains organismes. Et Campus France va vous présenter des universités vers lesquelles vous allez vous diriger pour envoyer votre candidature et donc voilà, pour étudier ici. Moi, à l'époque, en fait, j'avais choisi 15 universités en réalité et c'était pour venir faire en fait un master de droit parce que j'étais en licence à ce moment-là au Cameroun à l'université de Ngaoundéré. Donc, je faisais une licence de droit privé et après ma licence, je voulais faire un master. Il faut savoir que mes parents ne voulaient pas que je vienne en Europe parce qu'ils avaient, voilà, ils caressaient en fait un autre rêve pour moi. Ils voulaient que je reste au Cameroun pour faire l'ENAM et devenir soit un magistrat, soit alors, voilà, un administrateur civil comme l'était mon défunt père. L'ENAM, en fait, c'est l'École nationale d'administration et de magistrature. Et ici, en France, je pense qu'on a l'ENA, hein, l'École nationale d'administration. Donc, au Cameroun, on ajoute juste le M, donc la magistrature. Alors, moi, je suis arrivé, moi, j'ai fait mes papiers déjà en sourdine, sans que mes parents ne soient au courant. Donc, voilà, c'était déjà un risque que je prenais. J'ai fait donc mes papiers sans que mes parents ne soient au courant. Et donc, ma mère, qui vit et qui vivait en France à cette époque-là, est venue au Cameroun pour les vacances. Et pendant qu'elle était là au Cameroun, c'est à ce moment-là que j'ai eu le message que des universités m'ont choisi du coup. Et donc, moi, j'ai choisi l'université de Brest. Mais j'avais vraiment choisi l'université de Brest de façon hasardeuse de prime abord, hein, parce que moi, je ne crois pas au hasard, mais je crois au destin. Et d'ailleurs, lorsque je postulais et je candidatais pour ces universités-là, j'ai un ami qui m'avait, parmi toutes les universités, qui m'accompagnait justement dans cette démarche-là, parmi toutes les universités qu'on avait pu consulter, enfin qu'on avait regardé sur Internet, il avait mis un accent spécifique sur l'université de Brest. Donc voilà, pour moi, c'était dans le fruit du destin. En tout cas, ma mère arrive, l'université m'a choisi. Ma mère n'est pas contente parce qu'elle ne veut pas que je vienne en Occident parce que pour elle, c'est pas le paradis, hein. On peut réussir en Afrique,
et très bien même en Afrique selon elle. C'est ce qu'elle pensait et ce qu'elle a toujours pensé, beaucoup mieux qu'en France parce qu'elle voyait d'autres jeunes étudiants qui arrivaient ici et qui se perdaient. Et bref, donc voilà, moi j'ai dit non, je veux partir et donc finalement mes parents ont plié les chines, mon père et ma mère ont plié les chines et puis ma tante, mon beau-père, donc qui est mon père par alliance, se sont donc mis à chercher des moyens pour que je parte. Il faut savoir que pour venir en France, on demande à verser une caution qui oscille en fait entre 10 000 € et 11 000 €. Alors, je disais que pour venir en Europe, il faut payer une caution qui oscille entre 10 000 et 11 000 €. Et donc, en fait, à ce moment-là, mon père avait des difficultés financières puisqu'il n'avait plus son boulot. Ma tante avait des difficultés aussi, la petite sœur de ma maman, qui est très proche, qui est ma seconde maman d'ailleurs. Elle n'avait pas de moyens. Mon beau-père avait des petits moyens, maigres moyens, mais ce n'était pas suffisant à cette époque-là. Donc, ma mère qui n'avait pas aussi de moyens, parce qu'elle n'était pas préparée. En fait, il faut savoir que les gens n'étaient pas préparés. Donc, ma mère a dû emprunter de l'argent chez une de ses amies qui est devenue une tante aujourd'hui. D'ailleurs, elle est une abonnée de cette chaîne. Si elle passe par là, Maman Marie, je te salue et je te dis encore merci pour le geste que tu avais fait. Et je pense que tu es fier aujourd'hui de voir voilà, que les sacrifices que vous avez faits ne sont pas tombés à l'eau. Et donc voilà, je te remercie encore pour ça. Donc cette tante-là, lui a prêté de l'argent, lui a emprunté de l'argent. Et c'est cet argent-là qui a permis que je vienne. Mais c'était un lourd stress pour ma mère parce qu'il fallait rendre cet argent en réalité. Donc elle avait pris un peu et ça et là. Et elle était dans un stress permanent. Et ce stress-là, il faut dire que ma mère m'a transmis ce stress-là en fait de façon même inconsciente. C'est-à-dire que de façon inconsciente, autant pour moi, elle m'a transmis ce stress-là parce que j'avais toujours à cœur, je me disais, j'ai mis ma mère dans une difficulté de taille puisqu'elle n'était pas préparée à me faire voyager. Donc vraiment, il fallait prendre ici, là, c'était vraiment la panique. Il faut donc payer, il faut donc verser cette caution-là qui est de plus de 10 000 € parfois. Hein. Il faut payer le passeport, il faut faire le passeport rapidement, il faut le visa, il faut payer le visa, il faut payer les billets d'avion, il faut payer la chambre ici. Enfin bref, il y a tellement de choses à prévoir que c'est difficile pour les parents africains qui n'ont pas eu, il faut le dire en fait, hein, l'habitude de prévoir en réalité. Parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, on vit souvent au jour le jour, dont les parents ne prévoient pas souvent le fait que l'enfant puisse peut-être, j'emploie le conditionnel, pourrait peut-être aller étudier en Occident, pourrait peut-être aller, enfin voilà, il n'y a pas de, on ne prévoit pas forcément parce que la famille en réalité en Afrique, elle est très très grande, elle est vaste. C'est-à-dire qu'un parent peut se retrouver non pas seulement à s'occuper de ses enfants, mais s'occuper également des enfants de son frère, de sa cousine, de ses soeurs, enfin bref. Et ça crée en fait un déséquilibre et ça fait que parfois même le parent est obligé de sacrifier sa propre famille au détriment en fait de sa grande famille, de son autre famille, en fait ses frères, ses sœurs. Et c'est une situation qui est quand même difficile en Afrique. Hein. Donc on quitte quand même de là avec une sorte de poids. En réalité, quand on a vu ses parents souffrir de la sorte, on a ce poids-là. Et c'est exactement ce que la mère de Glenn disait. J'imagine, elle a peut-être pris dans les tontines, elle a peut-être tontiné. En Afrique, les tontines, en fait, si vous voulez, c'est des petites réunions où les gens se réunissent pour mettre de l'argent et on va remettre l'argent à une personne ce mois-ci et le mois prochain, la personne sera amenée à rembourser ce qu'on lui a donné. Enfin voilà, ainsi de suite. Je reviendrai sur l'histoire de tontine dans une autre vidéo. Ce n'est pas le cas ici. Ici, on aborde un autre sujet dont les parents mettent tous leurs moyens et parfois tout, comme c'est le cas de la maman de Glenn qui a tout misé pour son fils. Et parce qu'en réalité, ce qu'il faut savoir et comprendre, c'est que les enfants sont souvent la retraite des parents. Puisque les parents n'ont pas eu le temps de garder l'argent pour eux, pour leur retraite, leurs enfants sont leur retraite. Donc, c'est-à-dire que c'est leurs enfants qui vont leur permettre de vivre leur beau jour, enfin, en fait, à la fin de leur vie. Et on porte ce poids écrasant, en fait, sur nos têtes. Et cette obsession de rendre nos parents heureux. Et cette obsession-là, parfois, peut créer des choses qui sont extrêmement compliquées, qui sont complexes. Et à ce niveau-là, c'est à ce niveau-là, en réalité, que je vais m'adresser ici aux parents. Et donc, ce sera le second volet, en fait, de cette vidéo-ci, où je m'adresserai aux parents une fois qu'on a fait ce sacrifice-là. Parce que le premier volet, c'était vraiment de démontrer que
c'est vraiment une souffrance, un sacrifice énorme de réunir en fait toutes ces sommes pour faire venir l'enfant. Maintenant, le second volet, ce sera de m'adresser justement aux parents qui, après avoir fait ce sacrifice-là, parfois vont peut-être mettre la pression à leurs enfants de façon inconsciente et peut-être même en fait considérer que leurs enfants sont partis en Occident et que comme l'Occident c'est le paradis, donc ils n'ont plus rien à faire. Et c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre. D'entrée de jeu, avant d'aborder ce second volet de ma vidéo, il est important de préciser et de souligner que l'image ou l'idée que l'on se fait de l'Occident, que les parents qui ne sont pas encore venus en Occident se font de l'Occident, et même nous, les enfants, elle est souvent, très souvent illusoire en réalité. Hein, c'est un chimère. Parce que quand on arrive, c'est une chimère, autant pour moi, parce que quand on arrive ici, sur place, on est désillusionné. On voit que ce n'est vraiment pas ce qu'on nous avait vendu en fait à la télé. Hein, ça, c'est une certitude. Moi, dans mon cas, ma mère elle vivait déjà en Occident et mon père, il allait tout le temps en fait. Donc, il connaissait pour mon père à peu près les réalités, mais pour ma mère, elle vivait ces réalités-là. Et elle savait que c'était compliqué, que c'était difficile. Donc, quand le parent a fini donc de réunir les moyens pour envoyer son enfant, il a l'idée qu'il a envoyé son enfant au paradis et que c'est tout. L'enfant va arriver au paradis, il va se servir de trésors qu'il va trouver au paradis, il va envoyer ça comme ça pour transformer en fait la vie des parents. Et ça, c'est souvent l'idée que beaucoup de parents se font. Quand l'enfant quitte déjà, comme je le disais précédemment dans le premier volet de cette vidéo, il quitte déjà avec une charge et une pression énorme. Il a vu en fait ses parents se sacrifier afin qu'ils puissent être là. Et dans mon cas, en réalité, il y avait ce truc où mes parents n'étaient pas d'accord, j'ai forcé la main et à chaque fois que j'étais dans la difficulté, on me rappelait que ah bah c'est toi qui as voulu venir, hein, donc mon frère, si tu es dans la difficulté, c'est à toi d'assumer. Donc j'étais et en fait, ça me poussait à taire mes souffrances. Mais heureusement, à cette époque-là, j'avais une compagne qui m'accompagnait vraiment. Elle a été d'un grand secours et j'avais aussi vraiment ma tante qui était là et un jour même, j'ai craqué, j'ai appelé tant ma compagne que ma tante, et j'ai fondu en larmes parce que c'était extrêmement difficile. Donc, quand les parents envoient donc leurs enfants ici, ils ont l'impression qu'ils vont au paradis et ils ne vont pas se soucier d'appeler si souvent pour faire un suivi en fait psychologique. Et donc, j'interpelle les enfants, les parents aujourd'hui, autant pour moi, qui envoient leurs enfants en Occident. Faites un suivi psychologique. Parce que quand on arrive en Occident, il faut déjà qu'on s'acclimate déjà à la façon de vivre, à la façon de faire, à la façon de parler, à la façon de penser. Et ça, c'est tout un apprentissage qui ne naît pas comme ça, hein, qui ne vient pas comme ça. C'est un truc qui va venir avec le temps, mais qui, voilà, demande quand même beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, beaucoup en fait de renoncement aussi. Hein. Ça, c'est une chose qu'il est important de souligner. Et c'est difficile, on arrive dans un univers qui est compliqué, qui est complexe. On doit savoir comment parler avec les autres, comment se fondre dans la masse, comment s'intégrer tout simplement. On doit savoir comment faire ses courses, on doit savoir comment je vais dire, emprunter des escalators, on doit savoir, enfin bref, il y a tellement de choses à mettre en place et à apprendre et c'est difficile. Et au-delà de ça, on doit également avoir des résultats à la fac. Donc, c'est des choses qui sont extrêmement difficiles, extrêmement. Et au-delà de ça, on vient avec un visa. On vient avec un visa et on est obligé d'étudier. On est obligé d'avoir des résultats. Or, pour plusieurs enfants qui sont partis et qui ont laissé des parents qui se sont sacrifiés, qui ont tout donné pour qu'ils partent, parfois ces parents-là ont emprunté de l'argent chez une cousine, chez des amis, et il faut rendre cet argent. Donc les étudiants ici ont une double pression. La première pression déjà est celle de rembourser l'argent que le parent a peut-être pris pour te faire partir. Et la seconde pression, c'est également qu'il faudrait que tu sois assidu à la fac afin que tu ne te retrouves sans papier. Et la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un, à un étudiant ici ou à une personne simplement qui vit en Occident, c'est de se retrouver sans papier. Alors là, tu n'as aucune valeur. Même un gobelet, même un plastique a une valeur comparée à toi parce que c'est juste effrayant. Et je reviendrai justement sur cette histoire de papier, de souffrance en fait estudiantine qui est extrême, dont les enfants se retrouvent dans une pression énorme et il faut trouver un job étudiant
pour pouvoir subvenir déjà à ses propres besoins, ce qui n'est pas facile, et peut-être aider la famille derrière qui a prêté de l'argent. Il faut rembourser cet argent-là. Donc, c'est énorme pour les enfants. Ils ont une pression énorme. Et on va embrasser tous les jobs. On va aller dans les boulots. On va faire tout genre de boulot. On va sortir à n'importe quelle heure. Donc, c'est difficile. Donc, à vous les parents, pensez quand vous avez envoyé vos enfants en Occident pour qu'ils aillent étudier, faites un suivi psychologique et arrêtez d'être pudique avec les sentiments. Dites à vos enfants que vous les aimez, que vous les encouragez, que vous comprenez qu'ils sont là-bas pour étudier et ne leur mettez pas davantage de pression qu'ils n'en ont déjà. Parce que voilà, il y a tellement de pression. On vit déjà dans un pays qui est oppressif. Donc, c'est extrêmement compliqué de pouvoir s'en sortir. Donc, faites un suivi psychologique. Appelez vos enfants tout le temps. Prenez des nouvelles. Essayez de vous renseigner, de savoir quel boulot ils font, ce qu'ils font. Priez pour eux, pour ceux qui sont croyants, parce que c'est super important de le faire. Il y a une pression, il y a une souffrance énorme. Vos enfants ici, parfois, ils se retrouvent sans papier parce que peut-être ça ne s'est pas bien passé à la fac. Ils ne peuvent pas vous dire, ils sont obligés de travailler au noir pour continuer à nourrir une famille qui est là-bas, qui souffre et qui attend. Une famille qui a mis tout son espoir sur nous et qui attend qu'on fasse quelque chose. Dans mon cas, ma mère, elle travaille ici. Mon père, il ne travaillait plus, mais après, il a retrouvé son travail. Donc, on ne me mettait pas cette pression, mais j'avais quand même la pression de m'occuper de moi-même parce qu'il n'y avait personne qui devait le faire. J'avais la pression de m'occuper aussi de mon petit bambin et de m'occuper aussi de ma compagne à l'époque. Enfin bref, il y avait cette pression qui était vraiment pressante et qui, pour ma part, en fait, m'empêchait d'aller en cours. Hein. Moi, je n'allais pas en cours. J'avais des amis, en fait, de mes petites chéries, là, à qui je fais des bisous si un jour elles passent par ici, qui prenaient des cours pour moi et me permettaient justement de pouvoir faire mes jobs et avoir mon argent pour payer ma maison, pour payer tout. Enfin, bref, je devais tout faire ça. Et puis, il faut déjà s'imprégner aussi de toute la réalité estudiantine. C'est donc difficile. Donc, à vous les parents, pensez à faire un suivi psychologique pour vos enfants. Et même ceux qui sont ici, pensez à ça. Les parents n'y pensent pas souvent, mais c'est super important. Un suivi psychologique. Et maintenant, je vais entrer dans le troisième volet de ma vidéo, qui est celle maintenant de s'adresser, le second volet, qui est celui autant pour moi de m'adresser maintenant aux étudiants qui quittent du pays pour venir ici. Aux étudiants donc qui quittent l'Afrique pour venir ici, j'aimerais vous demander d'être assez vigilant, très vigilant et de faire attention. Il faut bien faire attention à ce que vous faites et aux fréquentations que vous avez, aux gens qui vous entourent. N'oubliez pas qu'on est dans des pays où il est très facile de verser dans une sorte d'excès. Donc voilà, on peut être tenté de verser dans plusieurs excès. Et n'oubliez pas aussi, quand vous êtes comme ça, transporté par cette envie de réussir votre vie, d'attraper de jobs, de faire des petits jobs en attendant de terminer vos études, que la principale chose pour laquelle vous êtes venu ici, c'est pour faire vos études. Et que si vous ne faites pas vos études à la fin, vous ne pourrez pas renouveler vos papiers. C'est avec ces études-là qu'on renouvelle ces papiers. Donc, c'est super important de faire attention à ce détail-là. Moi, je ne faisais pas assez attention parce que je n'avais pas le choix. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'avaient pas le choix. Mais si vous n'avez pas le choix aussi, faites attention. Prenez des cours. Soyez assidus aux travaux dirigés qu'on vous met. C'est super important parce que quand on arrive ici, il faut s'acclimater, comme je disais, à beaucoup de choses. Je reviendrai là-dessus dans les prochaines vidéos, la souffrance de l'étudiant étranger, parce que je pense que c'est super important de pouvoir en parler pour que les parents puissent également être alertés par rapport à ça. Donc, prenez le temps également, quand vous jobbez, de garder votre argent et de ne pas tout envoyer en Afrique parce que vous en avez besoin ici. Préparez-vous déjà peut-être à une éventualité et peut-être à la mort, parce que la mort, pour les Africains, et ça c'est une remarque vraiment spécifique aux Africains, quand quelqu'un décède en Afrique, il faut toujours qu'on appelle le surnaturel. C'est toujours de façon, il y a toujours le sorcier, le mauvais œil. Mais la mort est naturelle, c'est un phénomène naturel et il faudrait qu'on se le dise. Il faudrait qu'on le sache. Il faudrait qu'on on puisse intégrer cette réalité-là, que la mort est réelle. C'est quelque chose de naturel et on va y passer. Autant la vie est naturelle, autant la mort est naturelle. Et quand on est face à la mort comme ça a été le cas pour le petit Galen et la petite Alexandra, et du moins quand on voit les jeunes mourir comme ça, on se rend compte que la vie n'est rien au final et qu'il faut faire attention hein, quand on vit. Ça ne veut pas dire que ces jeunes-là n'ont pas fait attention. Et puis de toutes les façons, peu importe si on fait attention, mais il faut quand même faire attention
parce qu'on n'est jamais assez protégé. Priez, priez pour ceux qui prient, parce que moi je suis croyant, donc je pense que Dieu a une place importante et qu'il peut faire de très grandes choses. Priez pour vous et n'hésitez pas, et ça c'est un conseil que je donne aux étudiants, mais peut-être aussi à ceux qui ont passé le cap des études et qui travaillent aujourd'hui comme moi, après mes études. Souscrivez à des assurances décès, rapatriement. C'est super important. Moi-même, quand j'étais étudiant, j'avais mes assurances. C'est vrai qu'à un niveau, je les avais perdues parce que je vacillais. Les finances vacillent un tout petit peu quand tu es étudiant. C'est un monde de galère et je pense que pour tout le monde, que ce soit pour les étudiants étrangers, même pour ceux qui sont en Europe, ici en Occident, c'est aussi difficile. La vie estudiantine est difficile partout, dans tous les pays, voilà, je pense. Donc, c'est vraiment une situation très compliquée. Souscrivez à ces assurances-là qui vont permettre, si vous avez un problème, s'il vous arrive des pépins comme c'est arrivé à Glenn, dont la maman n'a pas les moyens pour faire partir le corps et est obligée de pouvoir demander de l'aide, et moi je vais aider vraiment, je vais participer à cette cagnotte-là. Et ceux qui voudront participer à la cagnotte, je vous invite à cliquer, à aller sur TikTok, à taper Glenn Gansois Royal, je pense, voilà, c'est son nom. Et vous allez trouver la cagnotte. Je ne sais pas si je partagerai le lien dans la vidéo, mais si je ne partage pas le lien dans la vidéo, vous pouvez taper sur TikTok, vous allez retrouver des informations qui concernent en fait cette cagnotte qui sera mise en ligne. Mais c'est super important de prendre cette assurance décès rapatriement parce que non seulement il y aura de l'argent pour vos obsèques, votre deuil, mais vous allez également nommer des bénéficiaires qui vont pouvoir rester avec le restant de cet argent en fait qu'on va libérer une fois que vous serez décédé. C'est super important de le faire. De même, comme on invite souvent des parents en Afrique à faire un testament, il faut le faire. Il faut vraiment avoir des assurances. C'est super important d'avoir des assurances et ne pas rigoler avec ces assurances-là parce que le côté pervers en fait de ces assurances-là, et je ne sais pas pourquoi on ne légifère pas assez, je ne me suis pas encore intéressé là-dessus, mais je ne comprends pas pourquoi à un moment quand on paye ces assurances et quand on ne peut plus payer de l'assurance, ça part comme ça d'un coup. Donc ça veut dire que si on a payé pendant 20 ans et qu'on rate un seul mois, toutes les assurances se sont tombées. Donc il faut vraiment que les pays, surtout en France, peut-être qu'on s'attarde sur ce phénomène-là. Parce que pour moi, en fait, c'est une violation en fait des droits pour ma part. Hein, c'est de suspendre un truc comme ça. 20 ans, je cotise pendant 20 ans. Et si je n'ai pas l'argent 2 mois, enfin pendant 2 mois et que je ne cotise pas pendant 2 mois, mes assurances sautent. Donc c'est vraiment pour ma part le côté pervers de ce truc-là. Mais il est super important de le faire. Ces assurances-là, en fait, on peut les souscrire très moins cher. À 10 euros parfois, 11 euros à tout casser, 15 euros quand c'est le grand max. Mais il y a en fait, vous avez des fourchettes en fait de prix que peuvent vous présenter en fait votre banque. N'hésitez pas à le faire. Et sachez que vous êtes ici pour porter peut-être une famille. Et la famille en Afrique aussi, c'est de mettre la pression parce que ici ce n'est pas le paradis. Il n'y a pas de paradis sur terre. Donc c'est difficile. Les enfants souffrent ici. Aux parents, vraiment, soyez derrière vos enfants et aux étudiants. Étudiez. Et pensez que vous êtes venus au combat, vous êtes venus aussi pour faire rayonner, faire briller une famille et qu'il est super important de faire attention. Et vraiment encore toutes mes condoléances à la famille de Glenn Gansois et mes pensées vont à l'endroit également de la mère d'Alexandra Diengo Lumbayi que je suis comme je le disais, hein, que je suis minutieusement sur les réseaux sociaux et notamment sur le réseau TikTok, parce qu'il est super important pour moi de voir son évolution et de voir comment elle surmonte toute cette étape-là. Alors, moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos que j'espère croustillantes, que j'espère émoustillantes, que j'espère étincelantes. Portez-vous bien. N'oubliez pas de prendre des nouvelles de vos proches, d'aimer ceux qui vous entourent farouchement, jalousement, profondément, parce que c'est ce qui nous reste en fait quand ils sont partis. Et il n'y a pas pire dans la vie que d'avoir des regrets. Il ne faut pas avoir des regrets, mais que des souvenirs, des juteux et magnifiques souvenirs qu'on garde comme ça dans sa tête et qui nous accompagnent, même dans les moments difficiles. Je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. C'était Francky Rigosson sur le rêve africain.